Bonjour à tous, bienvenue à notre épisode de la semaine de Mission Midget 3, notre balado-diffusion qui traite de l'actualité dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. On se retrouve pour un autre mardi, un 11e depuis le début de notre première saison de cette émission Mission Midget 3A. Cette semaine, une émission un peu spéciale quand même avec deux invités que je ne vous dévoilerai pas tout de suite, deux invités assez spéciaux qu'on a cette semaine qui sortent un peu, comme on dit, de la saison actuelle dans la Ligue Midget 3A et qu'on va explorer un petit peu plus ce qui s'est passé dans le passé avec ces deux invités-là dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais d'abord, comme je le fais chaque semaine, je reviens un peu sur ce qui s'est passé depuis notre dernier rendez-vous mardi dernier dans la Ligue de hockey Midget 3A. Il y a eu quand même plusieurs matchs qui ont eu lieu et on notera entre autres une semaine parfaite de 3 victoires pour le Blizzard du séminaire Saint-François qui a gagné mercredi, vendredi et dimanche. Habituellement, on joue 2 matchs par semaine. Cette semaine, le Blizzard, avec un match le mercredi, en a joué 3 et les a remportés les 3 matchs. Il y a eu également des semaines parfaites de 2 victoires pour Magog, Gatineau, Lévis et Châteauguay. Magog qui d'ailleurs trône toujours au sommet du classement général comme j'en parle chaque semaine avec 15 points d'avance sur Lévis et avec 9 matchs à faire au calendrier régulier. 10 victoires de suite pour les cantonniers qui n'ont toujours pas perdu en 2020 encore. C'est assez incroyable ce qu'ils font à Magog. Oui, cette année, et comme je le dis depuis quelques semaines, depuis 3 ans en général à Magog, ils sont très difficiles à battre et vont encore une fois fort probablement remporter le championnat de la saison régulière et seront très dangereux et à surveiller en séries éliminatoires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut rappeler que depuis 2 ans, c'est l'équipe qui a remporté les séries éliminatoires et qui a représenté le Québec à la Coupe TELUS. La Coupe TELUS qui sera présentée à la fin du mois d'avril du côté de Saint-Hyacinthe au Québec pour la première fois en 5 ans. Un tournoi qui vient 2 fois par décennie au Québec seulement. Et c'est cette année que ça se passera à Saint-Hyacinthe. Le séminaire Saint-François, j'en parlais, qui a gagné ses 4 derniers matchs et qui est au 4e rang du classement général. Il y a plus de points que le 3e du classement, mais en raison de les meneurs de division est positionné 4e. Ils sont à égalité avec les Chevaliers de Lévis et ça va représenter d'ici à la fin de la saison une des luttes les plus intéressantes qu'on va surveiller parce que ces deux équipes-là sont coude à coude. C'est la rivalité naturelle entre Lévis et le séminaire Saint-François et vont être à surveiller d'ici à la fin de la saison. Il n'y a pas de doute là-dessus entre ces deux équipes-là. Bien malin celui qui pourra prédire qui l'emportera finalement entre ces deux équipes. Le séminaire Saint-François qui est en tout cas doté cette saison de toute une force de frappe. Ils ont les 2 meilleurs marqueurs du circuit avec Alexis Morin et Charles Boutin qui ont chacun 44 points, mais ils ont également 4 des 6 meilleurs marqueurs du circuit. Alors en plus de Morin et Boutin, il y a Tommy Cormier et Jérémy Sainte-Marie qui sont au 4e et au 6e rang des marqueurs du circuit. Alors eux, le Blizzard, tout comme les Chevaliers d'ailleurs, font partie des équipes qui vraiment depuis quelques semaines ont pris un air d'aller qui est assez impressionnant et qui sont de plus en plus difficiles à battre. On parle souvent, quand on parle avec les entraîneurs depuis le début de la saison, ils nous disent que la saison est un processus, qu'on veut arriver le plus près possible pour les séries éliminatoires. Ces deux équipes-là, le Blizzard et les Chevaliers, semblent vraiment monter en puissance depuis la fin du mois de novembre, le début du mois de décembre. Ils sont de plus en plus difficiles à battre. Je vous mentionne également, ça fait peut-être 3 semaines qu'on en parle des Jeux olympiques de la jeunesse. Mardi dernier, on avait parlé avec Marc-André Dumont après la défaite du Canada en demi-finale. Simplement vous mentionner que le lendemain, le Canada a remporté la médaille de bronze avec une victoire de 4-2 contre l'équipe de la Finlande. Donc, au final, en 3 Jeux olympiques de la jeunesse, on a 3 médailles, le Canada. Le bronze en 2012 en Autriche, l'argent en Norvège en 2016 et là, le bronze en 2020 à Lausanne en Suisse. Antonin Véraud a marqué dans le dernier match du Canada pour la victoire, pour la médaille de bronze. Alors, félicitations quand même à cette équipe canadienne qui était menée notamment par 5 joueurs de la Ligue Midget 3 et par un entraîneur québécois qui était Marc-André Dumont, auquel on a parlé dans les 2 dernières semaines. Je vous mentionne nos joueurs de la semaine cette semaine qui seront annoncés dans les prochaines heures pour ceux qui nous écoutent ce mardi. Michael Huchette des Gaulois de Saint-Hyacinthe, 3 buts et 5 passes pour 8 points en 3 matchs depuis la semaine dernière en fait. Il est le joueur offensif de la semaine et le joueur défensif, c'est le gardien des Albatros du Collège Notre-Dame, Nathan Pelletier, qui a eu un pourcentage d'arrêt de 932 cette semaine. Une victoire en 2 matchs, stoppé 68 des 73 tirs qu'il a reçus dans la semaine. Alors voilà donc nos 2 joueurs de la semaine. Ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous parler en préambule à nos 2 invités de la semaine. Et le premier que j'ai à vous présenter, c'est un invité un peu spécial quand même. Vous le connaissez comme journaliste depuis plus de 30 ans maintenant, depuis 30 ans à RDS. Et par le fait même aussi, c'est mon père, il faut le mentionner quand même. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphane Leroux qui est avec nous pour cet épisode. Salut Stéphane, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci, toi.
Ça va bien, merci. Stéphane, les gens, comme je le disais, t'ont connu depuis 30 ans comme journaliste principalement affecté à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais j'avais envie de te parler ce matin de ce que tu as fait un peu avant la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce que c'est la Ligue Média 3 qui t'a un peu lancé là, dans ce milieu-là il y a plus de 30 ans maintenant. Ben, pas un peu lancé, beaucoup lancé. Je m'étais inscrit pour étudier en communication à Jonquière et je me suis expatrié de Montréal vers le Saguenay en 1987, à l'été 87. Et c'est justement cet été-là que la Ligue Média 3 a lancé une nouvelle concession au Saguenay qui s'appelait à l'époque les Cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est devenu aujourd'hui les Élites de Jonquière. C'est une concession qui est là donc depuis quand même 30 ans. Et à l'été 87, quand j'avais eu vent à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas d'Internet et tout ça, et quand j'avais eu vent qu'il y avait une équipe Média 3 qui s'installait à Jonquière, je me suis dit, Caroline, que ça serait le fun de travailler pour cette équipe-là. Et dès mon arrivée, la première journée que je suis arrivé à Jonquière, la première chose que j'ai faite, ça a été de me rendre au Palais des Sports. Et c'était les matchs hors concours. On était quelque chose comme le 22 août 87 dans ce coin-là. Et je suis arrivé un petit peu tard parce qu'ils avaient déjà pas mal recruté les gens qu'ils avaient besoin. Malgré tout, bon, je me suis fait connaître et la première saison, j'ai été annonceur maison remplaçant, je te dirais, 2-3 fois, de l'annonceur maison régulier. J'ai même un match vendu des moitiés-moitiés dans l'aréna à Jonquière. Puis, ça m'a permis de connaître un peu les gens en place. Et les deux personnes qui avaient été engagées pour faire les deux jobs qui m'intéressaient, dans le fond, qui étaient faire les reportages à la radio et les statistiques, ben, c'était deux finissants d'ATM en troisième année. Donc, on savait qu'ils étaient là seulement pour la première année de l'équipe. Et un des deux, en passant, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, là, mais c'était Luc Gélina. Luc Gélina, qui travaille à RDS, il était finissant en troisième année à Jonquière et il était comme un peu l'agent de communication de l'équipe à l'époque. C'est lui qui faisait un peu les relations médias. C'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de médias à cette époque-là. Alors, la première année, je n'ai pas trop travaillé avec l'équipe. J'allais à tous les matchs. J'étais là quand on avait besoin de moi, mais sans plus. Et les deux saisons suivantes, 88-89 et 89-90, là, j'étais le gars qui faisait les reportages à la radio. Tu sais, à l'époque, on ne présentait pas les matchs sur Internet comme aujourd'hui, ça n'existait pas. Alors, mon rôle, c'était de voyager avec l'équipe. Et entre les périodes, j'appelais deux stations de radio au Saguenay, CKRS, CJMT. Je faisais un petit reportage d'une minute pour dire, bon, ici, c'est Stéphane Leroux, je suis à Magog. Après une période, les cascades mènent 1-0, un tel a marqué, les tirs au but, c'est ça. On se reparle après la deuxième période. Je fermais la ligne, j'appelais l'autre station, puis je racontais exactement la même chose parce que j'étais un employé de l'équipe. Et je faisais ça entre les périodes, en plus de prendre les statistiques pendant le match que j'emmenais aux entraîneurs. L'entraîneur-chef, c'était Justin Vigneault. Alors, c'est vraiment ça qui m'a lancé là, dans le hockey mid-jet, si on veut, pendant 2 ans. Et quand je suis arrivé à Montréal, Denis Baillarger, le défunt Denis Baillarger, était président de la Ligue et m'avait recruté pour devenir VP aux communications de la Ligue. Alors, un peu le travail que toi, tu fais en ce moment avec Jean Brisset et tout ça, j'ai fait ça pendant, je dirais, à peu près 6-7 ans. Je m'occupais des communications de la Ligue. Je supervisais des matchs pour la Ligue Média 3A. Alors, c'est vraiment, la Ligue Média 3A, quelque part, m'a beaucoup aidé là, dans mon cheminement où je suis rendu aujourd'hui. On peut en parler un peu de ces années-là avec les cascades. Le rôle, t'en parles, là, il a changé beaucoup avec les années. Puis c'était pas du tout la même manière de faire les médias un peu. Puis la réalité était totalement différente. Les gens savaient beaucoup moins de choses, je pense, qu'aujourd'hui sur la Ligue Média 3. Puis c'était beaucoup plus difficile à suivre à l'époque. Ben oui, écoute, la Ligue Média 3, à cette époque-là, il y avait 8 équipes. On jouait les 7 autres équipes de la Ligue 6 fois chacun. On jouait un calendrier de 42 matchs. Il n'y avait pas de division. Tu avais 8 équipes. Les 6 premiers faisaient les séries une année. L'année suivante, on a monté ça aux 7 premiers. Alors, nous, les Cascades, on représentait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Alors, t'imagines l'étendue du territoire. Tous ces joueurs-là, le Midget 3, venaient jouer à Jonquière pour les Cascades. Au niveau des médias, je t'ai parlé tantôt des 2 stations de radio que je fournissais, entre guillemets, à chaque entracte et en fin de match. J'avais une station de radio à Robertval également qui me prenait à la fin du match seulement, pas entre les entractes. À la fin du match, j'avais 3 reportages à faire. Je faisais ça là, pendant que les joueurs prenaient leur douche avant de rembarquer dans l'autobus parce que, c'est étonnant que ça puisse paraître, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Alors, il fallait que je fasse ça je me souviens à Magog, je faisais ça dans le lobby de l'Arena. À Saint-Eustache, je faisais ça dans le Pro Shop de l'Arena. À Sainte-Foy, dans le bureau de M. Chevalier. J'avais mes téléphones un peu partout d'installer. Puis, je faisais le tour selon l'endroit où on allait. Puis, il y avait évidemment les journaux qui s'intéressaient à nous. Alors, le quotidien Chicoutimi nous appelait. Je m'assurais de faire le lien
j'appelais le journaliste qui couvrait, c'était soit Stéphane Bégin, Serge Aymon. Puis là, je leur disais, OK, je vous passe l'entraîneur. Là, Justin venait parler pendant 5-10 minutes aux journalistes, tout ça avant qu'on rembarque dans l'autobus. Il fallait aussi appeler, ce qui était drôle aussi dans le temps, c'est qu'il fallait aussi appeler le statisticien du Journal de Montréal. Ça me faisait toujours sourire. Et quand on était l'équipe locale, évidemment, je faisais ça seulement à Jonquière. Il fallait appeler le statisticien pour lui dire le sommaire du match, mais c'est nous qui lui dictait, puis lui, il tapait en même temps. Il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas. Alors, j'appelais le statisticien, là, que ce soit Roger Leblond, Robert Amiotte, dans le temps, qui était là, puis je disais, OK, Jonquière, Jean Imbeau a marqué de Stéphane Ouellette et Stéphane Paradis à 2,27. Là, je l'entendais taper. Ensuite de ça, Richelieu a marqué tel joueur, puis tout ça, puis les punitions, les tirs au but, puis c'est ça qui faisait le sommaire dans le journal le lendemain. Aujourd'hui, évidemment, ça se fait tout électroniquement. Alors, c'était la belle époque, si on veut. Ça fait drôle de parler de ça aujourd'hui, mais c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans le hockey. J'avais suivi la Ligue Média 3 quelques années auparavant, avant d'arriver à Jonquière, parce que j'avais un ami d'école, un copain d'études, qui jouait pour les Riverains, le gardien de but Daniel Berthiaume, qui a atteint d'ailleurs la Ligue nationale avec les Jets de Winnipeg notamment. Et lui, il avait joué pour Richelieu. Ça a été un des bons gardiens. D'accord, il détient encore des records dans la Ligue Média 3 là, comme gardien de but. Alors moi, j'avais commencé un peu à m'intéresser à la Ligue Média 3 dans les années là, où les jeunes de mon âge étaient des joueurs midget. Donc, je te dirais là, 82, 83. Alors, quand je suis arrivé à Jonquière, ça a été comme une suite des choses. Quand j'ai parlé plus tôt cette saison avec le président de la Ligue, Yannick Lévesque, il m'a dit comment lui, même après qu'il ait continué d'arrêter de travailler avec l'équipe à Sorel, il était resté attaché à la Ligue. Puis je pense que c'est un peu ça que toi aussi tu as ressenti. C'est une Ligue, on dirait la Ligue Média 3, qu'on est resté attaché. Puis même quand tu as continué à travailler avec d'autres fonctions et dans d'autres ligues, avec le junior majeur à RDS, tu as gardé l'attachement pour la Ligue Média 3. Ben oui, c'est sûr, parce que faut jamais que tu renies tes origines. Ça, c'est bien important. Puis tu parles de Yannick Lévesque, je l'ai connu grâce à la Ligue Média 3. Quand on allait jouer à Sorel avec les Cascades, ben lui, il faisait la description, l'analyse. Écoute, il avait 15-16 ans. Il faisait la description, l'analyse des matchs avec Michel Lacroix, qui travaille avec nous à RDS aussi. Alors, tu vois comment le monde est petit. Des fois, j'ai connu Michel et Yannick à cette époque-là. Et oui, Yannick est resté attaché avec la Ligue Média 3 longtemps. Puis moi aussi, pendant les 6-7 premières années que j'étais à RDS, je travaillais, comme je te disais tantôt, pour la Ligue. Et c'est sûr que tu as toujours un petit attachement pour les gens qui t'ont donné tes premières chances. Et la Ligue Média 3, pour moi, dans le hockey, ça a été formateur. C'est avec ça que j'ai commencé à connaître les joueurs. Alors, quand je suis arrivé à RDS en 90, ça faisait déjà 3 ans que je suivais la Ligue Média 3A et que j'allais voir les matchs un peu des Saguenayens Chicoutimi. Alors, j'avais une bonne base de connaissance des joueurs. Il veut pas, quand tu rentres dans cette roue-là, c'est important de connaître les joueurs. Alors, moi, la Ligue Média 3A, ça a été très, très formateur pour moi. Puis j'ai des bons moments que je me souviens là, avec les gens qui étaient là à l'époque. Et pour la plupart, ils sont plus là maintenant, mais je pense à Denis Baillarger, évidemment. Je pense à Rémi Gilbert, qui était le directeur exécutif. Georges Marien, qui est avec la Ligue Média 3 aujourd'hui, si tu me permets, je vais te raconter une anecdote. Ça fait longtemps qu'il est là. Pardon? Ça fait longtemps qu'il est là. Oui, Georges, ça fait longtemps qu'il est là. Mais Georges, à l'époque, était le directeur général, si on veut, de l'équipe de Montréal-Bourassa, qui était une des 8 équipes de la Ligue à l'époque où moi, je travaillais pour la Ligue. Et à la saison 88-89, donc en série éliminatoire de 1989, Jonquière, on avait fini 3e. Et on avait affronté Montréal-Bourassa qui avait terminé 6e. À cette époque-là, la première ronde, c'était une série 2-3. Ça allait vite, comme on dit. Si tu échappais les matchs. Puis l'entraîneur de Montréal-Bourassa qui travaillait avec Georges Marien, c'était nul autre que Normand Flynn, qui travaille avec nous aujourd'hui, qui est mon partenaire à la diffusion. Alors, tu vois, c'est tous des gens que j'ai connus avec la Ligue Média 3. Et Jonquière était évidemment favori pour gagner cette série-là. On avait fini 3e, ils avaient fini 6e, mais ils avaient 2 bons gardiens. Il y en avait un qui s'appelait Martin Brodeur, qui n'était pas méchant. Il y en avait un autre qui s'appelait Éric Raymond, qui était peut-être moins connu à l'époque, mais qui était très bon aussi avec Montréal-Bourassa. On avait gagné le premier match de la série 2-3 à Jonquière, et on avait été joué le vendredi soir à Montréal. On avait perdu le match numéro 2, 1-1. Et là, c'était le match décisif le dimanche après-midi à Jonquière. Et Georges, qui travaillait avec Normand Flynn, avait décidé de nous mettre un petit peu sur les nerfs. Le match était privé à 14h. Il y avait plus de 1200 personnes au Palais des Sports à Jonquière en mars 89. Et là, il avait décidé qu'il était pour arriver en retard. Ils avaient feinté c'était une idée de Normand, évidemment. Normand a tout plein de tours dans son sac. Alors, ils avaient feinté une panne avec l'autobus dans le parc des Laurentides. Et là, je te répète qu'à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Fait que tu ne peux pas appeler dans l'autobus pour dire « Vous emmenez-vous? » Qu'est-ce qui se passe? Alors, imagine la scène. Nos joueurs sont prêts. Il est 13h30 pour la période d'échauffement. L'autre équipe n'est pas arrivée.
Alors, on ne sait pas quand est-ce que le match va avoir lieu. Il y a du monde dans le Palais des Sports. Finalement, l'équipe de Montréal arrive à l'Arena à 14h15. Alors, les arbitres qui sont là leur donnent 20 minutes pour s'habiller, 10 minutes pour une petite période d'échauffement. Je comprends que nos joueurs sont nerveux pendant ce temps-là. Et on a perdu le match 5-2. Montréal-Bourassa nous a éliminés. Et ça a été une grosse déception pour Jonquière parce qu'on avait une très, très bonne équipe. C'était la deuxième année de l'histoire de la concession. Là, on avait vraiment une très, très bonne équipe. Et on a perdu contre Georges et contre Normand Flynn. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Normand Flynn aujourd'hui, avec qui je travaille depuis 25 ans passés. Je ne sais pas quel pourcentage de cette victoire-là va à Normand Flynn, mais il avait mis son grain de sel dans cette victoire-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui du bon stop de junior. Tu sais, question de faire mettre l'autre équipe sur le nerf un peu. Il avait trouvé la façon de le faire. Mais il reste qu'aujourd'hui, j'en parle puis j'en ris, évidemment. Je trouve ça drôle, là, mais ce sont tous des gens. Tu sais, j'ai connu les officiels dans la Ligue Midget 3 qui sont devenus les arbitres dans la Ligue junior majeure par après. Ça m'a permis de rentrer dans des réunions avec le conseil d'administration de la Ligue Midget 3 par la suite et de me familiariser beaucoup plus avec les rouages du hockey. Alors, tu sais, oui, la Ligue Midget 3, pour moi, là, je sais que c'est un balado-diffusion là, qui est adressé à la Ligue, mais c'est vrai, quand je le dis, tu sais, que ça a été pour moi quelque chose de très formateur. J'ai participé à l'élaboration. On remet aujourd'hui la Coupe RDS dans la Ligue Midget 3 pour les joueurs qui obtiennent le plus de mentions au niveau des 3 étoiles. C'est un peu moi qui ai parti ça à l'époque parce que à la Ligue Midget 3A en 1989-90, quand j'étais avec les Cascades, le joueur du match, les 3 étoiles, à la fin, on leur donnait... il y a une année, c'était un stylo avec un efface, c'était une règle, puis une autre année, c'était un déodorant avec un savon, puis, tu sais, il y a des joueurs qui recevaient la première étoile 10 fois dans l'année, là, puis ils recevaient 10 savons, ils en donnaient à tout le monde, tu sais. Alors, moi, j'avais pensé un peu inspiré de la Coupe Molson avec le Canadien, de faire un système de pointage à travers la Ligue où les joueurs qui recevraient les étoiles auraient des points. J'avais présenté ça au VP Marketing à l'époque à RDS. J'avais embarqué là-dedans, puis on a créé la Coupe RDS. Et là, ben, la Coupe RDS est encore remise chaque année aux joueurs pour les étoiles. Et les joueurs qui ont gagné ça à l'époque, je me souviens que le premier gagnant, c'était Alexandre Daigle. On avait parti ça en 90-91. Alors, c'est Alexandre Daigle qui était le premier gagnant. On emmenait la famille à l'époque. Ça a changé. Là, mettons, on emmenait la famille à l'époque avec le joueur voir un match du Canadien au Centre Bell dans une loge. On a même une année amené le gagnant de la Coupe avec son père, sa mère, sa blonde, voir un match des Blue Jays de Toronto. Alors, tu sais, pour te dire un peu, là, j'ai été un peu instigateur de ce trophée-là. J'ai participé aussi à l'élaboration du trophée Bertrand Raymond, qui a été créé à l'époque où j'étais à la Ligue aussi au niveau des communications pour honorer un journaliste. Meilleur reportage. Alors, c'est toutes des choses que j'ai participé là, dans mes années avec la Ligue Midget 3A, puis j'en suis bien fier. Je voulais prendre quelques minutes pour parler aussi de ce qui se passe peut-être plus en 2019-2020. Qu'est-ce que tu en penses de cette Ligue-là, Midget 3, qui a beaucoup grandi avec les années, qu'on a maintenant 15 équipes, qui fournit la majorité des joueurs qui sont repêchés dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Elle a beaucoup grandi, la Ligue, en plus de 40 ans maintenant. Mais si on se tourne un peu vers ce qu'on vit présentement, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, je sais qu'à l'époque, il y avait 8 équipes. À mon époque, à moi, quand j'ai commencé, j'ai participé à l'expansion quand on a emmené Gatineau et Trois-Rivières pour monter ça à 10 équipes. J'étais dans le conseil de la Ligue. On se disait qu'il fallait donner plus de chance à des joueurs de jouer. Je pense qu'une des bonnes décisions qu'on a prises à un certain moment aussi, c'est de permettre aux joueurs qui étaient retranchés dans une région, tu sais, comme Québec ou Montréal, de pouvoir aller jouer dans une autre équipe en région qui était peut-être moins nanti en termes de joueurs. Ça, je pense que ça a été une bonne décision à l'époque, même s'il y a des gens qui s'opposaient à ça, se disaient, ben voyons donc, déménager un jeune de 15-16 ans de Québec en Abitibi, ça se fait pas, tu sais, mais on l'a fait. Puis aujourd'hui, ça fait partie de la Ligue aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop d'équipes? On est allé jusqu'à 16, on est revenu à 15. Peut-être. Est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'on ne réussit pas à gagner le fameux championnat canadien depuis 2001? Peut-être aussi, c'est peut-être juste un concours de circonstances. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que tu veux faire jouer l'élite avec l'élite. 15, est-ce que c'est le bon nombre? Est-ce que ça aurait dû être 12? C'est difficile pour moi là, de me prononcer là-dessus. Puis que je sache, parce que je suis moins impliqué dans la Ligue Midget 3 maintenant, mais que je sache, je pense que les 15 organisations font de l'excellent travail pour le développement des jeunes, pour les études. Ça a toujours fait partie, ça aussi, de la mission de la Ligue, là, les études, les campagnes anti-drogue et tout ça. Alors, c'est important. Au niveau hockey, peut-être que des fois, je trouve qu'il y a peut-être une ou deux équipes de trop. Peut-être que des fois, je trouve que le principe des séries éliminatoires où toutes les équipes, là, je parle au plan personnel, là, je ne veux pas planter qui que ce soit là-dedans, c'est mon impression à moi. J'ai déjà d'ailleurs été
lorsque Gaston Terrien était président de la Ligue, je suis allé faire une présentation au gouverneur de la Ligue Média 3A dans une assemblée annuelle pour justement parler de ça, tu sais, de dire, est-ce que c'est une bonne chose quand tu veux créer de l'élite, que tout le monde participe aux séries éliminatoires, tu sais, qu'une équipe qui ne gagne que 3 matchs dans l'année, soit là dans les séries, soit récompensée? Tu sais, je suis pas sûr. Je comprends les tenants et aboutissants là, au niveau de l'argent, au niveau du développement, mais en même temps, au niveau hockey, strictement, je ne suis pas convaincu. Mais je vais leur laisser ça quand même. C'est pas moi qui est en position de direction. Puis Yannick a pris ça depuis l'année passée. Puis je pense que ça se passe bien. Mais c'est une ligue que j'aime. C'est une ligue que je suis encore beaucoup. Qu'on le veuille ou non, c'est la porte d'entrée du junior majeur. Alors, c'est sûr que j'ai tendance à beaucoup m'intéresser aux meilleurs espoirs surtout. Des fois, on se fait surprendre. Je me souviens, il y a quelques années, Val d'Or a gagné la Coupe du Président en 2014. Puis les 3 meilleurs joueurs de l'équipe, c'était des gars qui avaient été repêchés en 5e ronde dans la Ligue Média 3A par les équipes juniors. Alors, c'est pas toujours les meilleurs qui, 3 ans après, te font gagner. Oui, exemple, un Alexis Lafrenière cette année qui a joué Média 3A va peut-être être celui qui va aider Rimouski à gagner. Mais il y a des années, c'est des Anthony Manta repêchés en 5e ronde ou des Guillaume Gélina ou des joueurs repêchés plus tard qui ont fait qu'une équipe a gagné. Alors, c'est une belle ligue, ça couvre la province, c'est le fun. Puis, moi, en tout cas, c'est sûr qu'il y a toujours un attachement spécial avec la Ligue Média 3A. Puis de voir qu'aujourd'hui, tu travailles avec eux, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Hein. Tu parlais tantôt de Denis Baillarger, c'est lui qui m'a amené aussi à cette ligue-là il y a quelques années aussi. Alors, Denis a eu beaucoup de place, je pense, pour nous deux dans cette ligue-là. Ouais. Stéphane, en terminant, je voulais te parler de la Coupe TELUS qui arrive au mois d'avril. Ça va être l'année, comme j'en parlais un peu en début d'émission, l'année sur 5 où le tournoi est au Québec. Ça va être à Saint-Hyacinthe cette année et RDS va diffuser la finale, comme à chaque année depuis de nombreuses années maintenant, la finale de ce tournoi-là. On a de la misère à la gagner au Québec. En fait, on n'a pas de la misère, on la gagne pas depuis 2001. Ça va être une année où on va avoir 2 chances. On va avoir 2 équipes du Québec qui vont être là, Saint-Hyacinthe et le champion des séries. Je ne sais pas si, enfin, cette année, ça va pouvoir s'arrêter, mais il faut que ça s'arrête, cette série-là de défaites à la Coupe TELUS. Il y a tellement eu d'occasions, tu sais, RDS, je décris les matchs de la Coupe TELUS, la finale à chaque année, il y a tellement eu d'occasions où on a inventé des façons de la perdre, la fameuse Coupe. Tu sais, Esther Blondin, en 2012, qui menait 5-0 dans le match final puis qui l'a échappé, ça, c'est peut-être la pire, tu sais. Tu regardes Châteauguay qui a perdu en 3e, 4e prolongation. Une année, ça aurait parlé d'un côté comme de l'autre. J'allais dire Sainte-Foy, c'était Sainte-Foy à mon époque, mais Séminaire Saint-François qui a perdu contre les Maritimes, contre un gardien, Colton Ellis du Cap-Breton, qui était tout à fait sensationnel dans une finale. T'as Magog qui avait des bonnes équipes au cours des 2 dernières années qui n'a pas réussi à gagner. T'sais. Moi, je me souviens, j'étais en stage à RDS en 1990 lors de ma première coupe. Ça s'appelait la Coupe Air Canada. À l'époque, c'était à Sorel. Et la finale, c'était 2 équipes du Québec. Ça, c'est le rêve. C'est arrivé 2 fois. C'est arrivé à Sorel en 90 et les riverains avaient battu les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque. Et c'est arrivé plus tard, en 2000 à l'Arena Maurice-Richard où les cantonniers de Magog avaient battu Montréal-Bourassa en finale, qui était l'équipe hôtesse. Alors, c'est sûr que tu souhaites ça là, pour 2020, que Saint-Hyacinthe soit en finale contre les champions du Québec. Alors là, c'est sûr qu'autrement dit, on ne pourra pas l'échapper, comme on dit. Mais c'est difficile à expliquer. T'sais, pourquoi pendant 25 ans, les équipes du Québec n'ont pas été capables de gagner la Coupe Memorial? Puis là, pourquoi depuis maintenant 18 ans, on n'est pas capable de gagner le championnat canadien midget? C'est très difficile à expliquer. Je pense qu'au niveau midget, des fois, c'est plus une question de chance. Là. On n'a pas eu les bons rebonds là, dans plusieurs de ces années-là. Je me souviens d'une année, Saint-Hyacinthe, justement, était 6 victoires, aucune défaite. Se présente en finale, le grand favori, échappe le match. Tu te souviens, en 2015, à Rivière-du-Loup, Châteauguay avait une bonne équipe également. Ont perdu la finale contre une équipe de Toronto que personne n'attendait. 4-0, je pense, après une période, si je me souviens bien. Alors, c'est pas évident à expliquer. Il n'y a pas d'explication scientifique. Tu as beau travailler dans le hockey depuis 30 ans, il n'y a pas d'explication scientifique. Mais c'est sûr qu'il faut que ça arrête éventuellement. Puis ça va arrêter. Est-ce que ce sera cette année? Souhaitons-le. Là. On va voir ça à la fin du mois d'avril. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous pour les souvenirs de cette ligue-là depuis 30 ans. Je pense que tu as bien témoigné un peu de ce que ça a pu représenter pour toi, la Ligue Média 3, depuis toutes ces années-là. Oui, puis ça me fait plaisir de le faire parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nécessairement au courant de cette partie-là de mon cheminement. Puis autant des fois, RDS, oui, ça a été bon pour moi depuis 30 ans, mais la base de tout ça, ça a commencé pendant que j'étais étudiant à Jonquière avec les cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, autant pour les joueurs, c'est la base de Média 3, autant des fois dans le milieu des médias aussi, ça peut l'être, et pour les dirigeants. Merci beaucoup, Stéphane. Salut, merci. Salut.
Alors voilà, c'était Stéphane Leroux, journaliste depuis 30 ans ici à RDS, qui m'a parlé depuis une bonne vingtaine de minutes maintenant de tous les souvenirs qu'il a dans la Ligue Midget 3A et de tout ce qu'il a appris avec cette ligue-là à travers les années. Je vous amène à mon deuxième invité que j'avais bien hâte de vous présenter. Je ne vous ai pas nommé son nom en début d'émission, je voulais vous le garder en surprise un peu, mais on a le plaisir cette semaine de s'entretenir avec Daniel Brière, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, mais aussi un ancien de la Ligue Midget 3A, qui a fait son parcours dans ce circuit-là avant d'accéder à la Ligue de hockey junior majeur du Québec et éventuellement à la Ligue nationale. Il a passé 2 saisons dans la Ligue Midget 3 en 92-93 avec les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue et avec l'Intrépide de Gatineau en 93-94. Et j'ai le plaisir de l'avoir au bout du fil. Salut Daniel, ça va bien? Bonjour Jasmin, oui, ça va super bien toi-même? Ça va bien, merci Daniel. Merci d'être avec nous. Puis avant d'aller dans le détail un peu de ce que je viens de parler des dernières saisons que tu as joué dans la Ligue Midget 3, j'aimerais ça te demander les premiers souvenirs qui te reviennent, les premiers mots qui te viennent en tête quand on te parle de la Ligue Midget 3A. Au début des années 90, tu as joué plus de 900 matchs dans la Ligue nationale après, mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces 2 saisons-là dans le Midget 3A? Ben écoute, pour moi, ça a été le début de partir de la maison. Je me souviens, là, cette première année-là, avec les Forestiers d'Amos, à 14 ans, de partir de la maison, c'était pas facile. Je m'attendais pas de faire l'équipe. Donc, j'en étais un peu surpris, mais j'ai appris beaucoup à cet âge-là. Puis, l'année suivante, ben, j'étais chanceux parce qu'il y a eu une expansion à Gatineau, dans l'Outaouais. Puis, j'ai eu la chance de revenir, puis de gagner le championnat cette année suivante-là, de représenter le Québec au championnat canadien. Ça a été toute une saison. Vous aviez t'as eu la chance, un peu comme tu disais, de faire partie d'une équipe d'expansion parce que la première année, tu as dû te déraciner à plusieurs centaines de kilomètres de chez toi en Abitibi-Témiscamingue, mais tu as pu faire partie du projet de lancer une équipe d'expansion à Gatineau dans ta région natale, comme on dit, en 93-94, et vous avez eu toute une saison là-bas. Ouais. Toi, en particulier, tu en as eu une très grosse, plus de 100 points, 103 points, mais l'équipe en général, à la surprise un peu, je pense, vous avez eu toute une saison. Oui, ben écoute, ma première saison Midget 3, d'aller à Amos, je me souviens que ma mère voulait pas me laisser partir, puis j'avais dit à ma mère, écoute, je ferai pas l'équipe, j'ai 14 ans, aller jouer contre des joueurs de 16 ans, mais ça va me donner de l'expérience pour le futur. Fait que c'est comme ça que j'avais été capable de la convaincre de me laisser partir. Finalement, l'équipe m'a jamais libéré. J'ai passé la saison complète là-bas. Mais heureusement, elle m'a revu l'année suivante parce qu'il y a eu une expansion, comme tu mentionnais, à Gatineau. Puis ce qui était intéressant, c'est que j'étais pas le seul vétéran qui avait passé la saison précédente en Abitibi. Il y avait des joueurs comme Martin Lacaille qui était revenu, Éric Patry, Daniel Payette, Mario Dumais notamment. Donc ça nous avait aidé d'avoir un nucléus de joueurs qui revenaient jouer Midget 3 une autre saison. Avec les Forestiers, la première saison, je sais qu'il y a des jeunes qui le vivent de partir de chez eux, mais c'est rare quand même parce que la plupart des joueurs vont rester dans leur région, puis c'est rare qu'ils ont à se déraciner. Toi, comment tu l'as vécu cette saison-là? Ta mère ne voulait pas te laisser partir, mais toi, comment ça s'est passé en pension là-bas? Puis la saison à 14 ans, c'est quand même jeune, il faut l'avouer, pour partir de chez soi comme ça? Oui, écoute, c'est pas pour tout le monde, mais moi j'étais prêt. Écoute, j'étais heureux, je jouais au hockey. Pour moi, c'est la seule chose dont je rêvais de faire. Donc ça me faisait pas peur de partir de la maison. Peut-être que j'étais naïf un peu, mais j'ai très bien vécu ça. J'ai pris beaucoup d'expérience. Puis le fait d'apprendre pas de vivre seul, mais de vivre sans tes parents qui sont là à côté de toi jour après jour, ça a été pour moi, même si c'était pas facile à certains temps, comme je disais, j'ai pris beaucoup d'expérience de ce côté-là, puis beaucoup de maturité à me débrouiller seul. Donc, c'est ça. Je regarde mes enfants des fois, puis il y en a qui sont prêts, il y en a d'autres qui n'étaient pas prêts. C'est différent pour tout le monde. La deuxième saison, la première saison, tu as eu 54 points, ça avait bien été, c'est une bonne performance compte tenu de l'âge que tu avais. La deuxième saison, par contre, avec Gatineau, tu as explosé avec 103 points. Parle-moi un peu de comment ça s'est passé, l'entre-deux dans ces 2 saisons-là, pour arriver ensuite, puis complètement exploser, puis qu'on en vienne à ce que tu étais le nom qu'on parlait partout là, et celui qui retenait l'attention dans la Ligue, là. Oui, ben écoute, la confiance, premièrement, de revenir dans cette même ligue-là, parce que j'étais aussi déçu de pas avoir été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. On disait que j'étais trop petit, que je serais pas capable de suivre. Donc, il n'y a aucune équipe qui m'avait repêché. Donc, ça aussi, là, je me suis servi de ça comme motivation. Mais le côté confiance, de savoir que j'avais quand même bien fait à ma première année, puis là, j'avais beaucoup à prouver à ma deuxième année, m'a aidé beaucoup. Puis écoute, j'avais
je retrouvais un entraîneur que j'avais eu 2 ans auparavant, Midget 3, Mario Carrière, qui est un excellent entraîneur, qui fait encore partie d'une équipe à Shawinigan. Mario Carrière, qui était excellent comme entraîneur également. Puis des bons coéquipiers, j'ai mentionné quelques-uns d'eux un peu plus tôt, mais cette année-là, j'ai eu la chance de jouer avec Bouchard et Dumais. Puis ça a été notre ligne fonctionnait à plein régime. Fait que c'était le fun d'avoir cette chimie-là avec ces deux joueurs-là. Avec mon précédent invité, Stéphane, j'en ai parlé de la Coupe TELUS au Canada, qui se promène un peu partout au Canada et qu'au Québec, on a de la difficulté à gagner depuis 20 ans. Toi, tu y as participé en 94 à cette Coupe TELUS-là qui s'appelait la Coupe Air Canada à l'époque. Tu avais été incroyable dans ce tournoi-là avec 19 points en 7 matchs. Vous aviez finalement récolté la médaille de bronze après une défaite en demi-finale. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de ce tournoi-là, toi qui es assez exigeant avec 7 matchs en 7 jours? Ça avait été la conclusion d'une longue saison pour vous avec l'Intrépide où vous aviez tout gagné. Oui, une très belle expérience, encore une fois. Puis c'était pour moi la première fois que je partais aller aussi loin que ça. Je crois qu'on était à Brandon, au Manitoba, de prendre l'avion avec l'équipe. C'était une première pour nous également. Fait que c'est une très, très belle expérience. J'ai adoré ça. Malheureusement, on s'est retrouvés en semi-finale. Les deux meilleures équipes se sont retrouvées en semi-finale. Puis on a perdu là, par un but, je crois. 2-1, peut-être 3-1 dans un filet désert, mais c'était un match qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est là qu'on l'a échappé, malheureusement, mais on s'est relevé pour gagner la médaille de bronze quand même. Donc, c'est ça. Ça fait mal au cœur de perdre là, cette demi-finale-là, mais en général, une très, très belle expérience que j'en garde. Tu en as parlé de la première saison, tu n'avais pas été repêché. Après la deuxième, celle où tu as tout explosé, ça a vraiment mieux été pour toi. Puis tu n'as pas trop attendu longtemps au repêchage. Tu as été choisi finalement 6e par les Vultures de Drummondville. La Ligue Midget 3, ces 2 saisons-là, ça a vraiment lancé la suite de ta carrière un peu. Puis, je sais pas, même si tu le sais, mais 2 ans plus tard, quand tu as remporté le championnat des marqueurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu es un des 8 joueurs dans l'histoire qui a remporté le championnat des marqueurs de la Ligue Midget 3 et de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, tu as vraiment dominé dans tous les 2 niveaux au Québec. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Écoute, je savais même pas, c'est nouveau pour moi, cette nouvelle-là, mais écoute, c'est vraiment cool. Puis je suis sûr là, qu'il y a des noms qu'on n'oubliera jamais parmi ces grands-là qui ont fait ça. Donc, d'en faire partie, écoute, c'est spécial, ça fait chaud au cœur. On a un débat, Daniel, depuis quelques années au Québec, puis je voulais t'en parler un peu parce que tu as joué 2 saisons dans la Ligue Midget 3 et on en parle beaucoup parfois des joueurs qui graduent trop vite dans le junior majeur et qui jouent parfois trop vite à 16 ans dans le junior majeur. Toi, tu as joué 2 saisons dans le Midget 3A, puis tu es allé dans le junior majeur ensuite, puis tu as eu beaucoup de succès dans le junior majeur. Parle-moi un peu de cette 2e année de développement-là. Est-ce que tu penses qu'elle t'a fait du bien dans le Midget 3? Puis qu'est-ce que ça a peut-être changé pour toi? Parce qu'il y en a qui veulent graduer rapidement dans le junior majeur après une seule saison Midget 3A. Oui, écoute, c'est différent pour tout le monde. Moi, dans mon cas, ce que ça m'a donné, surtout comme joueur offensif, puis d'améliorer ma vision de jeu, améliorer mes pensées sur le jeu, améliorer mes mains, d'avoir la chance de travailler sur des choses qu'au niveau junior, je me serais probablement retrouvé sur une 2e ou 3e ligue, peut-être sur le 2e avantage numérique, beaucoup moins de temps de glace. Tandis que de revenir une 2e saison, Midget 3, où je jouais probablement 22 à 25 minutes par match. Je tuais des punitions, j'étais sur l'avantage numérique, je jouais sur la première ligne. Donc ça m'a donné la chance de me développer beaucoup plus que de jouer là peut-être moins au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Puis ça, c'est pas pour tout le monde. Je comprends qu'il y a certains joueurs que c'est mieux pour eux autres de monter, pour certains d'autres, c'est mieux. Mais tu sais, souvent on pense que la seule réponse à tout ça, c'est de continuer à monter, de jouer contre les meilleurs joueurs, mais des fois, ça ralentit ton développement. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, pour moi, là, c'est là que ça a été bénéfique. Puis, je regrette pas là, cette décision-là. J'en ai été peut-être même chanceux de ne pas avoir été repêché après mon année de 15 ans là, dans la Ligue junior majeure ou dans la Ligue Midget 3. Il y en a beaucoup maintenant, des jeunes, des surdoués qui vont mettre dans le Midget 3 à 14 ans et ça va vite quand même pour ces jeunes-là parfois de graduer rapidement. Daniel, je voulais te demander un peu en terminant, tu es moins en contact probablement avec les jeunes de 15 ans du Midget 3 maintenant, même si tu as des enfants toi aussi. Quel conseil tu donnes peut-être à ces jeunes-là qui nous écoutent puis qui ont grandi un peu en te regardant dans la Ligue nationale de hockey et qui maintenant rêvent un peu à ce parcours-là? Toi, qu'est-ce que tu en as gardé comme enseignement à la Ligue Midget 3?
Premièrement, ça a été pour moi beaucoup d'expérience, d'apprendre à maturer. D'apprendre à rester loin de chez moi en pension, donc d'apprendre à connaître aussi. Mais à la fin de la journée, là, ce qui est le plus important, c'est d'être prêt à faire des sacrifices. Si on veut jouer au hockey, c'est d'être prêt à, des fois, là, oublier les parties jusqu'à 2-3 heures du matin, de te concentrer sur ton hockey, de travailler plus fort, de passer du temps à l'aréna. Moi, c'est ce que j'aimais faire. Donc, pour moi, c'était pas vraiment des sacrifices. Pour certains jeunes, ça peut l'être. Mais si on a un but, puis c'est de jouer au hockey, il faut s'arranger pour me faire ça, là, tout ce qui a besoin d'être fait. Faut pas couper des ponts ou essayer de prendre des shortcuts, comme on dit. Ouais. C'est ça, moi, que j'ai appris sur moi-même, mais c'est aussi ce que je voulais faire. Donc, ça, c'était pas vraiment là, des grosses conséquences. Merci beaucoup, Daniel, pour tout ça. Ça a été un plaisir de te parler ce matin. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'avoir reparlé 20 ans plus tard de ce que tu as traversé dans la Ligue Midget 3A comme ça. Puis félicitations pour ce que tu fais maintenant aux États-Unis avec l'organisation plus administrative des Flyers de Philadelphie. Merci beaucoup. C'est toujours le fun de revenir sur ces beaux moments-là. Merci. Un beau bonjour à tout le monde au Québec. Salut. Merci beaucoup, Daniel. C'était apprécié. Bonne journée. Bye-bye. Alors voilà, c'était Daniel Brière, 974 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il a été champion marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, champion marqueur de la Ligue Midget 3 du Québec, des grandes saisons partout. Et il a commencé dans cette Ligue Midget 3 avec les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue et avec l'Intrépide de Gatineau dans les années 90. Merci beaucoup à lui d'avoir été des nôtres ce matin. Merci beaucoup à Stéphane Leroux également de nous avoir partagé un peu les souvenirs qu'il avait de la Ligue Midget 3. Je vous en avais parlé un peu en début d'épisode, que c'était un épisode où on sortait un peu plus des sentiers battus là, et où je voulais reparler de souvenirs un peu. Et la semaine prochaine, j'en ai un autre invité à vous présenter qui a vécu aussi la Ligue Midget 3 en tant qu'ancien joueur dans les années 90, qu'on pourra parler avec lui la semaine prochaine un peu des souvenirs qu'il a lui aussi de cette ligue-là et de ce que ça lui a apporté. C'est aussi ça la Ligue Midget 3 maintenant pour les joueurs parfois qui nous écoutent ou les parents, c'est de montrer comment il peut y avoir de belles histoires qui en sortent de cette Ligue Midget 3A et de ce qu'elle peut apporter aux jeunes. Alors merci beaucoup à l'équipe technique qui était avec nous ce matin, à Luc Dansereau à la production, à Stéphane Leroux et à Daniel Brière, nos invités de la semaine. Et on se retrouve mardi prochain pour un autre épisode de Mission Midget 3A. Merci beaucoup.